Radio 1, les nouvelles de Tahiti, TRFM et Tahiti Online présentent À vous la parole, spéciale élection territoriale 2013. Une émission présentée par Serge Massot. Serge Massot de la rédaction des nouvelles de Tahiti. Bonjour Alban, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'À vous la parole spéciale territoriale. Jusqu'au 12 avril, nous poursuivons donc nos entretiens sans concession avec les 6 principaux candidats au poste de président du pays. Et nous recevons aujourd'hui Quito Brown Ortega. Bonjour. Bonjour Serge. Alors vous êtes l'homme qui parle anglais quand il faut parler tahitien. On se souvient de ce débat en tahitien durant les législatives où vous aviez parlé en anglais car vous refusez de vous camoufler derrière ce langage qu'on a utilisé pour tenir une population dans l'obscurantisme. Vous nous expliquerez. Et puis blague à part, si vous êtes revenu en politique, c'est que vous souhaitez faire émerger une nouvelle génération de dirigeants politiques intègres et compétents. C'est désormais le programme de presque tout le monde. Mais rendons à Quito ce qui est à Quito. Vous avez été le premier à brandir ce thème de la relève il y a presque 3 ans. Alors n'êtes-vous pas un peu agacé de vous faire piquer votre fonds de commerce par des Rofritz, Manouteil et jamais qui y ont pensé après vous? En tout cas, on ne peut que vous reconnaître de la constance dans votre discours. En 1985 déjà, lors de votre première courte carrière politique, vous vouliez apporter, je vous cite, un certain renouveau. La première tentative a échoué. À l'époque, vous aviez 37 ans. Vous étiez déjà l'un des principaux opposants à un certain Gaston Floss. Aujourd'hui, vous voulez rompre avec le système de la corruption, du clientélisme et de l'assistanat. Tiens, ça me rappelle le système décrit par les 2 journalistes du Monde qui vont sortir un livre sur le système Floss, justement. Ils expliquent que Gaston Floss rackettait presque tous les chefs d'entreprise du pays. Vous, Quito Brown Ortega, qui dirigez la société Cowen, vous avez refusé de cracher au bassinet, aviez-vous dit à ce même micro il y a 3 ans. Mais c'était de notoriété publique, aviez-vous ajouté. On en parlera à partir de 13h, histoire pour moi de jouer les pitbulls. C'est comme ça que le Tawera appelle désormais les journalistes d'investigation. Mais finalement, QBO, êtes-vous en fait de retour pour jouer le dernier acte de votre éternel combat politique contre le vieux lion? Une vieille histoire, c'est lui qui vous a fait passer votre certificat d'études. Incroyable. Et puis nous parlerons beaucoup de votre programme. Il paraît que vous avez même élaboré un projet de société pour les 100 prochaines années. L'éducation, la famille, la priorité au secteur primaire, ce sont vos principaux thèmes. En tout cas, vous disiez en 2010 aux nouvelles, notre avantage à nous, c'est que nous ne pouvons pas faire pire que ce qui a déjà été fait. Comme ça, au moins, on ne sera pas déçu, Alban. Je vous rappelle que cette émission sera rediffusée dimanche dans son intégralité sur TRFM et Radio 1 de 11h à midi et que vous pouvez la retrouver sur les sites des nouvelles de Tahiti et de Radio 1 en vidéo et en audio, Serge. Et c'est parti pour À vous la parole, 1 heure avec Quito Brown Ortega. Alors, Quito Brown Ortega du parti Tahitito Happy. Commençons par cette question que visiblement tout le monde se pose. Pourquoi est-ce que vous refusez de parler tahitien en politique? Je ne refuse pas de parler tahitien, simplement quand il faut exprimer des idées qui sont difficiles déjà à exprimer en français. Et quand on n'a pas vécu la langue, parce que j'ai grandi 10 ans aux États-Unis, il faut pas se faire d'illusions. Donc, et il faut remettre les choses à sa place. Maintenant, on a aussi trop galvaudé cette langue en se cachant derrière le double langage officiel, en disant le contraire en français, ce qu'on dit en tahitien. Maintenant, si les gens veulent des gens qui parlent, les électeurs veulent des gens qui parlent parfaitement tahitien pour gérer ce territoire, à mon avis, il faut nommer l'Académie tahitienne au pouvoir et on verra s'ils sont des bons gestionnaires. Mais qu'est-ce que vous vouliez dire en vous exprimant en tahitien en tant que chef d'entreprise que l'anglais c'est l'avenir et qu'apprendre le tahitien ce n'est pas très utile? Non, c'est utile dans la culture et dans l'expression à domicile, mais il n'y a pas que la langue tahitienne pour exprimer la culture tahitienne. Faire cuire un ourou, planter un taro, tout ça, ça fait partie de la culture et de la langue. La langue en est un élément. Donc, moi, les ayatollahs de la langue tahitienne, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je continue mon chemin. Et en tout cas, pas de double langage avec vous, c'est absolument ça, vous direz la même chose dans toutes les langues. Voilà, exactement. Que ce soit en anglais ou en français, je dis la même chose. Eh bien, parlons de... Peut-être bientôt au mandarin. Peut-être. Eh bien, parlons de votre ambition de faire émerger une nouvelle génération d'élus honnêtes et compétents. Je le disais, vous n'êtes plus tout seul à tenir ce discours. Est-ce que ça vous agace de vous être fait piquer votre marque de fabrique en quelque sorte? Non, pas vraiment, parce que je pense qu'il n'y a pas meilleure flatterie que de se faire copier. Donc aujourd'hui, si les gens reprennent des idées que j'ai pu exprimer il y a 3, 4 ou 5 ans, pourquoi pas, hein? Je vois aujourd'hui on fait la fête du Ourou, c'est bien qu'on fasse la fête du Ourou, mais il y a 5 ans, plus personne ne parlait du Ourou. Moi j'ai planté du Ourou à Taoutira depuis 5 ans. Mais comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est peut-être parce que vous payez votre faible présence dans les médias durant tous ces derniers mois? Non, pas vraiment, parce que nous avons décidé, moi j'ai décidé de ne pas faire de gesticulation médiatique. Hein? Donc il ne s'agit pas d'aller dans la presse et de dire tout et n'importe quoi juste pour faire parler de soi. Donc nous essayons d'intervenir quand on a des sujets importants à dire et quand on a des choses importantes à dire, mais pas faire de la gesticulation comme
malheureusement trop le font. Mais au risque de vous faire oublier justement de la population? Non, je pense que les gens... Moi, ça fait 5 ans que j'ai commencé à mener ce combat. Hein. Je suis pas né de la dernière pluie comme des champignons. Donc nous, ça fait 5 ans qu'on travaille, qu'on essaie de faire avancer des idées. Et c'est évident quand on regarde notre Fénois depuis 40 ou 50 ans, on a totalement occulté le secteur primaire. Donc ça paraissait logique de restructurer quelque chose en commençant par la base. La base, c'est le secteur primaire. Et quand on voit aujourd'hui la Chine, quel est son problème? C'est nourrir 1,4 milliard d'habitants. Et c'est pour ça qu'ils viennent par ici. Exactement. Et justement, parlons de vos jeunes, puisque ce sont ces jeunes-là que vous voulez mettre en avant. Sur quels critères est-ce que vous avez recruté ces jeunes qui seront sur leur liste? Est-ce qu'il faut absolument être jeune et diplômé pour être sur la liste de Kitoroun Ortega? On dit bien une nouvelle génération de dirigeants politiques. Il peut y avoir des soixantenaires qui n'ont jamais fait de politique. Ah d'accord, on n'est pas forcément jeune. Non, on fait pas du jeunisme. On essaie de trouver des compétences, mais pourquoi aussi essayer de favoriser plus la place des jeunes? Et quand je dis jeunes, ce sont des gens de 25 à 40 ans, on va dire. C'est quand même, c'est leur avenir. Moi, j'ai 64 ans. J'ai pas l'intention de m'éterniser en politique. Je suis revenu en politique, pourquoi? Par devoir. Parce que je pensais qu'il fallait faire quelque chose, et quelqu'un dans ma position, avec 40 années d'expérience professionnelle, je me suis dit, il est peut-être temps de donner quelque chose à son Fénois. Mais moi, je suis là à titre transitoire. Je vais faire la transmission, si j'ai l'honneur d'avoir cette chance, avec une nouvelle génération de dirigeants politiques qui soient jeunes ou un peu moins jeunes. Vous aviez dit que dans 5 ans, 10 ans, quoi qu'il arrive, vous prendriez votre retraite. Dans 5 ans maintenant. Si j'ai l'honneur d'être élu aux prochaines élections, moi, je ferai qu'un seul mandat. Hein. Je vais pas faire 2, 3 ou 4 mandats. D'ailleurs, nous, on prend la limitation des mandats, le non-cumul des mandats. Par exemple, à l'Assemblée territoriale, il ne faudrait pas dépasser 3 mandats de 5 ans. C'est largement suffisant. Nous aurions eu ce système en place, le rajeunissement politique se serait fait automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui? Des jeunes qui sont en politique depuis 30 ou 40 ans. C'est quand même un peu bizarre, quoi. Qui ne sont plus très jeunes, du coup. Et donc, pour répondre à ma question, ces jeunes, sur quels critères vous les avez acceptés? Est-ce qu'il y en a certains que vous avez refusés? Ouais, en fait, la plupart sont venus en lisant ce que je prônais, ce que je proposais, les idées que j'avais exprimées. Et ensuite, des relations personnelles s'établissent, de confiance. Certains ne sont pas restés, d'autres sont restés. Et donc, c'est comme ça que ça se construit. Mais ça se fait depuis 5 ans. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser effectivement la dernière étape de cette démarche, c'est-à-dire faire une liste unique avec 73 noms, c'est pas évident. Donc nous espérons finir tout cela pour la semaine prochaine, donc avant le 25 mars. Vous serez prêt, dans tous les cas, vous serez candidat aux élections. Alors, une chose qui est certaine aujourd'hui, parce que le seul nom que je puisse annoncer, c'est le mien. Je vais mener la liste, je serai dans la section 1, donc tête de liste de la circonscription unique. Étant donné que je suis inscrit à Papeete, je suis né à Papeete, j'ai toujours voté à Papeete, je serai donc dans la section 1. Donc je mènerai la liste. Mais pour l'instant, j'ai pas encore les noms. Mais le temps presse, là, quand même. Non, on a des noms, mais ils sont pas encore dans l'ordre. On va dire ça comme ça, pour éviter des susceptibilités ou d'autres problèmes. Et est-ce que vous avez refusé certains candidats à être sur les listes? Alors, il y a des gens qui sans avoir de nom, mais sur quels critères, par exemple? En fait, des personnes sont venues sans nécessairement parler de liste, mais déjà depuis quelques mois, voire un peu plus, de personnes qui sont venues, mais qui, pour moi, n'avaient pas le profil, qui rentraient pas dans le cas de la catégorie intègre, compétent, crédible. D'accord. Donc, nous n'avons pas poursuivi nos relations, chacun s'est dit au revoir. Et donc, vous aviez déjà un programme il y a 3 ans basé sur le développement du secteur primaire. Maintenant, vous avez intégré des jeunes. On a vu Punareva Bonnet ou Tari Tero notamment. Qu'est-ce que ces jeunes vous ont apporté? Est-ce que leur vision des choses a un peu modifié le programme que vous aviez imaginé au départ? Oui, ça a un peu modifié ma façon de comprendre les jeunes. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a mon âge et qu'on a vécu dans un certain système, on n'a pas toujours peut-être la bonne vision des jeunes. Et donc ce sont pas il y a d'autres jeunes, il y a une vingtaine voire une trentaine de jeunes, disons entre 20 et 35 ans, qui sont venus discuter, avec qui je discute souvent. Et ça a changé effectivement ma façon de voir les choses. Et il y a une chose qui m'a choqué le plus, c'est qu'ils ont dit, mais nous, on n'a pas demandé à avoir ce système, nous. Hein, on hérite de quelque chose où on n'a pas eu notre mot à dire. Et donc, je crois qu'il est temps, effectivement, de leur donner la parole, de leur donner leur capacité. Ils ont les capacités de gérer leur avenir, et c'est le moment de les, justement, mettre en place pour qu'ils assument leur avenir. Et en assumant leur avenir, ils assureront l'avenir des plus anciens. Parce que la quatrième... De vous-même, par exemple. Moi, ça va, j'ai pas de souci de ce côté-là, mais d'autres personnes, le 4e âge sera un problème.
essentiels à résoudre dans notre Fénois. Personne n'en parle. Donc, mais si je posais cette question, c'est que par exemple dans le secteur primaire, il y a quelques jours j'avais rencontré Utari Tero et Punariva Bonnet, j'avais pas l'impression que retourner mettre les mains dans la terre, ça les faisait vraiment rêver. C'est pour ça que ils insistaient pour dire une main dans la terre, l'autre sur le clavier d'ordinateur. Est-ce que c'est ça aussi que ces jeunes-là vous apportent, une vision de leur époque? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce que peut-être j'avais mal exprimé à l'époque, c'est pour que le secteur primaire devienne un outil de développement, il faut pouvoir exporter. Parce que s'il s'agit simplement de faire l'autosuffisance alimentaire, nous ne créerons pas les emplois en quantité suffisante. Donc il faut exporter dans des secteurs de niche, on va dire, de haute gamme, comme les cosmétiques, etc. Donc à partir de là, les jeunes qui aussi en grandissant connaissent le secteur primaire, ont compris maintenant la démarche. Et Utari est un bon exemple. Quand je lui parlais de mangue il y a quelques mois, il voyait la mangue au bord de la route. Maintenant, il comprend qu'il y a le secteur secondaire, le tertiaire, voire le quaternaire à partir du mangue, parce qu'il faut produire la mangue, il faut la transformer, il faut la commercialiser, il faut l'exporter. Donc, à partir de là, je pense que ces jeunes et moi, on s'est mieux compris et je pense que mutuellement, on s'est apporté une vision un peu plus large de. Voilà, le secteur primaire, c'est pas simplement planter, il y a plein de choses derrière. Le secteur primaire, justement, il y a toute la partie recherche fondamentale et recherche appliquée. Ce sont des travaux de haute qualification qu'il faudrait développer davantage, alors qu'on peut pas faire que des fonctionnaires. L'entreprise privée est le seul secteur qui sera créateur d'emplois dans les 50 prochaines années. Parlons juste maintenant de la nouvelle gouvernance que vous proposez. Vous souhaitez, je cite votre profession de foi, rompre définitivement avec un système à l'origine de nos difficultés actuelles qui mène corruption, népotisme, clientélisme et assistanat. Bon, il n'y a pas d'erreur, vous voulez barrer la route à Gaston Flosse, c'est ça? Non, on va pas contre quelqu'un, nous. À aucun moment dans nos ces termes-là, ça me rappelle le système qui est... C'est un constat. Oui. Le constat, on peut pas le faire différemment par rapport aux faits. Aujourd'hui, les faits depuis 5, 10, 20 ans, ils sont bien ceux-là. Donc nous, on fait un constat. Et à partir de là, on propose quelque chose. Qu'est-ce qu'on propose? Un projet de société. Mais clientélisme, assistanat, c'est bien cette époque-là que vous ciblez. Tout à fait. Si en 85, j'ai dû me lancer en politique, c'était bien parce que ça existait déjà en 85. Déjà, vous vous opposiez à ce système-là et à cet homme, oui. Et vous critiquez le système Flosse, mais depuis 2 ans, et puis depuis 2 ans en tout cas, c'est l'UPLD qui dirige le gouvernement. Quel est votre avis sur l'action de l'UPLD? Est-ce que tout est acheté Écoute Serge, je sais pas si t'as pas lu tous les propos que je dis. Je suis en constante opposition avec Moët Broderson, parce que justement, je critique beaucoup. Moët Broderson, directeur de cabinet du vice-président. Voilà, et on connaît ces liens particuliers. Je critique énormément le système Temaro depuis 2 ans, pardon. Alors, quel est le principal reproche ou quelle est la critique que vous faites au gouvernement UPLD? Ils font rien. On a l'impression qu'ils ont voulu prendre le pouvoir et ils n'étaient pas prêts à gouverner. Il n'y a aucun projet de société derrière. Même si on veut être indépendant, on propose quelque chose pour développer, pour arriver à être indépendant. Et une fois qu'ils ont été au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme les autres. Mais comme ils étaient incompétents, ils ont fait pire que les autres. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut pas se voiler la face. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On va faire des voyages à droite et à gauche, des grandes gesticulations médiatiques pour camoufler leur incompétence et toutes les carences de leur gestion depuis au moins 2 ans qu'ils sont directement au pouvoir. Ils ont tous les leviers en main. Ils ont été pires que le système de corruption, clientélisme, assistanat, etc. Eh ben, écoute, moi j'ai quelqu'un de proche de cette mouvance qui m'a dit, nous on a vu pendant 30 ans, les autres se remplissent les poches, c'est notre tour. C'est ce que le slogan que vous utilisez, c'est des dirigeants avec un cœur et un cerveau. C'est ça, c'est mélanger les deux. Je pense qu'il faut pas simplement chercher l'avantage à court terme, l'intérêt financier immédiat. Il faut regarder aussi ce qui se passe autour de soi. Et donc c'est vrai que c'est une bonne description. Ça vient de Utari. De pouvoir expliquer justement cette notion de compétence, d'intégrité, de crédibilité, mais aussi le souci de l'intérêt général. Et lorsqu'on va changer les hommes avec une nouvelle génération de dirigeants politiques, derrière, il faut aussi mettre en place une nouvelle gouvernance, parce qu'il ne faut pas simplement changer les hommes et garder le même système de gestion. Donc il faut changer les hommes, il faut changer le système de gestion, une nouvelle gouvernance dont le socle sera l'intégrité, la compétence, la transparence, la rigueur, dont l'intérêt général. Et nos élus à l'Assemblée devront être exemplaires. Et donc, si j'ai bien compris, vous êtes contre le système Flosse, mais aussi contre le système Temaro qui n'a rien fait, comme vous dites. Excusez-moi, Flosse Temaro, c'est les deux côtés de la même médaille. C'est le même système. C'est le même système. Il y a des indépendantistes opportunistes et des autonomistes opportunistes.
Mais avant le système FLOS, il y avait aussi le système TTA, on va dire. Mais quand je regarde votre programme, vous citez Gandhi et Mandela. Je pense que Oscar Temaru pourrait le faire aussi. Il le fait. Voilà, il le fait. Vous donnez aussi la priorité au secteur primaire. C'est ce que dit aussi Oscar Temaru. Il va même jusqu'à... C'est ce qu'il dit maintenant. Voilà. Il le disait pas il y a 3 ans. Vous voulez revaloriser la cocoterie. Lui, il en a fait un ministère. Ouais. Vous parlez d'une démarche plus plurilatérale, comme l'UPLD aussi. En fait, est-ce que vous voulez pas simplement reprendre les valeurs, le programme du Tavini, en ajoutant la compétence et la jeunesse? S'ils avaient vraiment ce programme, ils l'auraient fait depuis 5 ans, depuis 10 ans. Ou leur thème, en tout cas? Ben, écoutez, pour l'instant, moi, je l'ai fait à Tokira. J'ai pas fait que parler. Moi, j'ai vu tous ceux qui disent on va planter, il faut planter. Ils n'ont pas planté un taro, ils n'ont pas planté un feuillis. Moi, j'en ai planté 3000 à Tokira, on en continue. 600 tamano, 600 tau, etc., etc. Donc, entre le discours creux électoraliste et les faits, il y a quand même des espaces océaniques. C'est le développement par les actes, c'est ça en quelque sorte. Disons, il faut donner l'exemple. On parlait tout à l'heure de la nouvelle gouvernance. Dans cette gouvernance, l'exemplarité devra être un élément fondamental. Il faut montrer l'exemple. Et c'est pour ça que je disais, les élus devront être encore plus rigoureux que maintenant, ceux qui vont venir. Pourquoi? Parce que tout le monde va regarder. On sait qu'il faudra prendre des mesures de rigueur. On n'est pas dans un concours de popularité, c'est pas une élection de Miss. On n'est pas là à distribuer des choses qu'on ne peut pas produire, donc il faut produire de la richesse, et c'est en travaillant qu'on produit de la richesse. Et dernier point là-dessus, vous vous présentez comme républicain, vous refusez les termes d'autonomie ou d'indépendance. Oui. Est-ce que c'est parce que le mot d'autonomie est tellement associé au terme de corruption, d'assistanat, etc. C'est effectivement un des éléments, mais en fait, nous, on veut dire par républicain que nous sommes d'abord dans la République française. Voilà. Deuxièmement, on respecte les lois. On applique les lois telles qu'elles sont faites. Si elles sont pas bonnes, on essaie de changer les lois. Donc, tout en restant au sein de la République française. Voilà. Donc, nous sommes républicains par ce fait-là. Et donc, aujourd'hui, il y a un statut qui s'appelle statut d'autonomie interne, mais c'est une loi organique de la République. C'est un outil qui n'a pas été capable d'être mis en œuvre d'une façon cohérente, d'une façon efficace par tous ceux qui sont venus avant. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on dit, nous avons un outil, appliquons-le. Et quand on va appliquer la loi, on est dans le cadre de la République. Nous sommes des républicains. En tout cas, vous ne souhaitez plus utiliser le terme autonomie parce qu'il a été galvaudé. C'est ça, ça veut dire corruption, assistanat, ça n'étire plus personne. Et ça a été un petit peu comment dirais-je, le drapeau, on va dire, venez avec nous, on est contre l'indépendance, on agit le spectre de l'indépendance, ce sont que les autonomistes qui peuvent sauver le territoire de l'indépendance. Mais ils font pire. Donc non, il faut arrêter. Et pour moi, autonomiste, opportuniste, indépendantiste, opportuniste, c'est les deux côtés de la même médaille. Et parlons de ces nouvelles pratiques en un mot, puisque le temps défile vite déjà. Donc vous l'avez dit déjà au cours de vos débats télé, vous souhaitez réduire les indemnités des représentants et des ministres. Vous souhaitez limiter le nombre de mandats dans le temps. Mais limiter le nombre de mandats consécutifs, c'est la fin d'une tradition tahitienne, c'est la fin du métoua, ça? On n'est plus dans un système de métoua depuis déjà quelques années. Je pense que depuis l'ère du CEP, nous sommes plus dans un système du métoua. Et donc, effectivement, je pense que il est en tout cas du chef incontestable, on connaît Gaston Floss. Il n'y a plus de métoua, il n'y a plus d'hommes financiers, c'est un problème, c'est un travail d'équipe avec des gens qui ont des intelligences, des compétences et qui sont prêts à travailler dans l'intérêt général. Il est évident que, je disais tout à l'heure, les futurs représentants qui vont être élus le 21 avril ou le 5 mai devront être exemplaires. Et donc, nous, on dit à l'Assemblée, pour donner l'exemple, s'il faut limiter à 3 fois le SMIC, c'est-à-dire 450 000 francs par mois, c'est largement suffisant quand on voit la misère ailleurs. Être au gouvernement, c'est 4 fois le SMIC, donc 600 000. Ensuite, comme pour le président du gouvernement de la Polynésie, c'est limité à 2 mandats. Il faudrait l'appliquer à tous les ministres. Donc, il faudrait que d'une façon ou d'une autre, personne ne puisse être dans une fonction exécutive plus de 10 ans. 2 fois de 5 ans. Concernant l'Assemblée territoriale, je pense que 3 fois 5 ans, c'est largement suffisant. Ça permettra aux jeunes générations de se préparer à gérer leur avenir. On va pas trouver des gens qui sont depuis 40 ou 50 ans dans ces institutions qui n'ont rien fait pendant 40 ou 50 ans, sauf distribuer la manne de l'État français. Et toujours à propos de bonnes pratiques, vous êtes dans le privé, chef d'entreprise, et vous aspirez à avoir des responsabilités politiques. Est-ce que vous allez abandonner vos affaires privées? Alors, il risque d'y avoir un risque de conflit d'intérêts. Il y a 2 éléments.
Quand j'étais en politique en 86, j'avais mis en vente toutes mes affaires. Alors, est-ce que là vous allez refaire? Est-ce que vous l'avez fait? Comment ça va se pour passer? l'instant, il n'y a pas d'incompatibilité ni conflit d'intérêt qui se pose. Donc, dans la mesure où je serai éventuellement élu, si j'ai cet honneur, effectivement, je prendrai des décisions qui s'imposent s'il y a des incompatibilités ou s'il y a des apparents de conflits d'intérêt. Mais aujourd'hui, je suis capable d'organiser la gestion de mes entreprises. J'ai des collaborateurs qui sont très compétents, à qui je peux faire confiance. Donc, il n'y a aucun problème de s'organiser pour être totalement respectueux des textes applicables en la matière d'incompatibilité ou de conflit d'intérêt. Justement, on risquera pas de se dire si vous êtes élu président, il va peut-être favoriser ces entreprises dans le secteur primaire ou sa société d'accounage. Ça, c'est effectivement ce que ceux qui auraient fait cette chose-là me posent comme question. Parce que quand j'ai commencé il y a 5 ans, première chose qu'on m'a dit, mais Quito, on comprend pas pourquoi tu veux faire de la politique. T'as pas assez d'argent comme ça? Donc j'ai essayé d'expliquer mes motivations que je faisais par devoir. Au bout d'un moment, ils m'ont dit, mais en supposant qu'on te croit, qui nous dit que quand tu seras élu, tu vas pas faire comme les autres? Eh oui. Mais moi j'ai dit, c'est très simple, parce que si je devais faire comme les autres, je l'aurais fait depuis 38 ans, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent et je serais pas là devant vous ce soir. Donc je crois qu'aujourd'hui, mon parcours et mon bilan est suffisamment éloquent dans ce domaine-là pour que je pense que les gens comprennent ce que je veux dire. Alors parlons de votre programme et commençons par le secteur primaire, l'agriculture. Vous souhaitez développer et valoriser les ressources locales propres selon dans chaque archipel. Alors dites-nous, quelle spécialisation est-ce que vous imaginez pour chaque archipel? Alors avant de parler secteur primaire, il faut parler projet de société. Parce qu'on peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Nous avons vécu un système, tout à l'heure tu le disais toi-même, qui a échoué. 40, 50 ans, ce système a échoué. Il faut rebâtir quelque chose de nouveau. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui va reconstruire sa maison. On propose les plans d'une maison, c'est-à-dire un projet de société. À partir de là, dans ce projet de société, quel est le fondement? Le centre de ce projet de société, c'est la famille et l'éducation. Et autour de ce noyau, il y a 5 grands axes. Qualité de vie, économie, environnement et ressources naturelles, bien-être, cohésion sociale, culture et valeurs polynésiennes. À partir de ces grands actes, nous avons des chapitres, des sous-chapitres et des articles à développer dans tous les secteurs. Alors, il est évident que lorsqu'on regarde l'économie du Fénois, la grosse lacune, c'est le secteur primaire. Donc, il est urgent de remédier et de relancer ça parce que le secteur primaire, c'est du court terme, du moyen terme, du long terme, voire du très long terme. Comme on n'a rien fait depuis 40 ans, tout est à faire. Ça prendra du temps, oui. Ça prendra du temps. Donc c'est pour ça qu'accessoirement, il faut trouver un moyen de relancer notre tourisme. Parce que le touriste qui vient ici consommer nos produits, c'est de l'export à domicile. Donc on peut relancer une partie du secteur primaire en alimentant les touristes qui viennent, en donnant à manger de meilleurs aliments à nos enfants au niveau des cantines scolaires, à notre population, qui aujourd'hui coûte 35 milliards par an pour soigner à cause de la malnutrition. Et prenons un exemple concret, justement, celui du jus de mangue. On sait que l'usine de jus de fruits de Moréa doit faire venir de la purée de mangue pour fabriquer ces jus de fruits. Voilà. Selon vous, est-ce qu'il est possible et en combien de temps est-ce qu'il serait possible d'être autosuffisant au moins pour fabriquer du jus de mangue 100% local? J'ai rencontré il y a 2 ans M. Jean-Pierre Fourcade à ce sujet, justement, parce que lui-même avait des projets dans ce sens-là. Et quand il a voulu aller planter des mangues, on lui a mis les bâtons dans les roues. Donc, quand il a vu notre projet, il dit oui, nous, on est prêts à accompagner dans la mesure où, toutes choses étant égales par ailleurs, les conditions économiques se tiennent à peu près la route. Donc, le problème, c'est que pour commencer un projet, de faire une usine qui va faire de la purée de mangue, mais pas que de la mangue, parce qu'il faut faire toute une série de fruits derrière pour amortir au niveau d'une taille critique l'ensemble de l'investissement, il faut 5 ans pour planter 15 000 manguiers. Et ensuite, il faut financer ces 15 000 manguiers. Aucune banque, pour l'instant, n'est capable de donner les réponses. Donc pour l'instant, moi, je l'ai fait à titre personnel sur la presqu'île. On a presque 1 millier de manguiers de plantés, mais c'est insuffisant. Donc l'exemple de la mangue, effectivement, est important. C'est comme le ourou. Le ourou, c'est 5 ans. Il faut, pour pouvoir avoir une usine qui va traiter le ourou pour faire de la farine, du congelé, des chips et tout ça, il faut planter 6 000 pieds de ourou. Pour faire 900 tonnes, 1 200 tonnes, 1 500 tonnes de ourou. Ça aussi, c'est 5 ans. Et donc, il faudrait 5 ans, c'est ça, pour être complètement autosuffisant pour une filière de mangue ou d'où. Mais quand on plante quelque chose de 5 ans, on peut planter à côté des produits qui n'ont pas la même durée. On peut faire des papayes en 18 mois, en 12 mois. On peut faire de la passion, on peut faire de la goyave, on peut faire d'autres fruits pour permettre justement d'amortir tout ça et la saisonnalité. Mais en faisant ça, il faut aussi modifier le code du travail. Parce qu'il faut intégrer dans notre code du travail la saisonnalité, le temps partiel, ce qui est interdit aujourd'hui.
Moi, à Nouméa, j'ai des dames qui viennent travailler dans nos usines de crevettes. Elles vont travailler 4 mois, après elles vont ramasser du squash, après elles vont ramasser de la pomme de terre. Elles ont fait 3 temps partiels, c'est un temps plein sur l'année. Mais justement, pourquoi est-ce que vous avez besoin de revenir en politique, puisque vous le faites très bien, semble-t-il, de votre côté dans le secteur privé? Voilà, parce que quand je suis arrivé en 1974 au retour de mes études, je n'avais rien. Oui. Je n'avais rien, nous avions une société familiale et ma mère, j'avais la chance d'être fils unique, m'a dit écoute, ça va très mal, prends les actions, fais ce que tu veux avec. Et à cette époque, j'ai dit à mon épouse, on était mariés depuis 2 ans, j'ai dit on va aller passer une année à Tahiti, où est-ce qu'il se passe? En revenant ici, j'ai vu ce qui se passait. On a pu faire sortir de l'indivision tout nos terres, on a pu sortir de l'indivision les actions de mon grand-père. Et depuis le 1er juin 1975, je suis devenu PDG de l'entreprise Kawen. J'avais 26 ans. Et nous étions en 6 mois de la faillite. Et à l'époque, tous les gens disaient, le petit con, il va durer 6 mois. C'était une motivation et c'est pour ça que je sympathise avec les jeunes. Parce que j'étais jeune, avant-gardiste à l'époque. On a restructuré tout ça. On a créé des emplois dans le secteur maritime. On a créé des emplois dans d'autres activités. Et aujourd'hui, effectivement, quand je fais mon bilan, j'ai plus besoin de travailler. Mais créer, c'est passionnant. Venez à Tautira voir comment on a créé ce qu'on est en train de créer, c'est passionnant. Et quand on regarde à côté comment on a dilapidé les milliards, les dizaines, les centaines de milliards que nous a donné la France, mais là, malheureusement, on nous donnait ça sans nous obliger d'avoir des résultats. On a dilapidé tout ça. J'ai dit, c'est quand même dommage qu'on va abîmer ce Fénois sans faire quelque chose. Donc moi, j'ai décidé il y a 5 ans de consacrer 10 ans de ma vie à la politique. Ça fait 5 ans. Donc, il en reste 5 ans encore. Hein. Mais quand j'aurai fini mes 5 ans, j'arrêterai. Il nous reste 4 minutes, 3-4 minutes juste avant de marquer une première pause. Parlons d'éducation. On reparlera de votre programme dans la deuxième partie de l'émission également. J'ai lu que vous disiez à propos de votre volonté de promouvoir l'éducation, vous parliez des dirigeants qui souhaitent maintenir leurs privilèges à travers l'ignorance ou l'asservissement des plus faibles. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Alors, c'est l'éducation à la famille en fait. Les deux vont ensemble parce que l'éducation, c'est pas que l'enseignement. L'éducation commence à la maison. En tout cas, vous voulez dire que volontairement, pendant des années, on n'a pas développé l'éducation exprès pour que les gens ne comprennent pas bien ce qui se passe et qu'on continue comme ça. On a surtout continué à parler en tahitien à certaines couches de population dans un langage sans qu'on leur impose d'apprendre le français pour comprendre la vérité des choses. En 86, j'avais dit à monsieur Pierre Angélique, qui était au commissaire à l'époque, qu'il fallait obliger RFO, je sais pas comment ça s'appelait à l'époque, quand un homme politique s'exprime en français, il faut le traduire exactement en tahitien et vice-versa. Ça n'a jamais été fait. Et donc, on a utilisé la langue pour garder des gens dans un cocon qui ne comprenaient pas nécessairement le français. Ils ont fait confiance à des métois qui devaient leur dire la vérité et qui leur ont menti pour bâtir leur petit fonds de commerce politique. Donc c'est ça le problème. Et parmi vos propositions pour promouvoir l'éducation, je lisais la création d'une école pilote de la seconde chance. Qu'est-ce que ce serait et à qui ça s'adresserait? Avant de répondre à cette question, pour finir, concernant la langue, si nous avions vraiment eu le souci de faire évoluer les gens, il aurait fallu apprendre aussi l'anglais, le français et d'autres langues d'ouverture. Donc aujourd'hui, on a parqué des gens dans une langue en tahitien qui n'est utilisée nulle part ailleurs. Est-ce que M. Temaru, quand il va à l'ONU, parle-t-il en anglais ou en tahitien? Donc la question, elle est là quand même. Donc on a volontairement gardé le système. On a parqué des gens dans des logements sociaux. On les a gardés dans un état d'ignorance, d'obscurantisme, je dis, en disant en tahitien. Et donc, ça a permis aux gens qui ont fait confiance à des métois qui ont trahi cette confiance. Alors, l'école de la dernière chance, c'est pas une idée à moi, c'est une idée de notre ami John Teffon, qui effectivement, pour dire que, peut-être qu'il y a des jeunes qu'il faudrait, il n'y a pas d'âge pour apprendre, peut-être il faut pouvoir avoir une structure qui puisse accueillir des gens à tout âge pour leur donner une deuxième chance. Voilà, c'est pas forcément en ayant l'âge habituel d'être étudiant, ça peut tout le monde la vie, c'est ça. Et dernière chose, il nous reste 30 secondes. Allez, une dernière question. Vous souhaitez aussi également encourager le secteur privé à intervenir dans les écoles. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Alors, ça dépend de quel secteur. Je pense qu'il y a... Vous disiez un programme d'orientation professionnelle dès la 5e avec formation alternée. Est-ce que c'est pas trop tôt, justement? L'école, ça sert aussi à former des citoyens? Je pense qu'au contraire, pense que le plus jeune qu'on puisse prendre les élèves pour les sensibiliser au secteur primaire et à d'autres, c'est une meilleure chose. Pour qu'on les sorte un peu du système. Et pour revenir sur la langue, 70% des jeunes ne parlent pas tahitien, hein.
Ils parlent anglais, ils parlent espagnol, ils parlent mandarin, mais ils parlent très peu tahitien. Mais il faut laisser tomber le tahitien. Non, mais il faut l'utiliser à bon escient. Il faut pas faire un complexe de dire parce qu'on parle pas tahitien, on peut pas faire de politique. On continue à parler de politique juste après cette première pause. À vous la parole. Deuxième partie, Serge Massot de la rédaction des Nouvelles de Tahiti reçoit Quito Bruno Ortega. Et si on parlait de vous, Quito Bruno Ortega, pour cette deuxième partie de l'émission? Pas de problème. On va retracer un petit peu votre parcours. Vous avez 64 ans, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Vous avez fait vos études à Hawaï, vous avez effectué votre service militaire dans la marine américaine avant de revenir à Tahiti, vous le disiez tout à l'heure, pour vous occuper de la société d'aconnage Kawen, créée par vos grands-parents. Mais auparavant, l'homme qui vous a fait passer votre certificat d'études, c'était Gaston Floss, il est partout. Gaston Floss, instituteur, racontez-moi, quel souvenir est-ce que vous en gardez? Alors effectivement, je suis né à Papeete le 31 octobre 1948. Et pour la petite histoire, mon pito est enterré à l'avenue Burua où il se trouve la gendarmerie, au haut de l'avenue Pouvana-Opa. Donc j'ai grandi ici jusqu'à l'âge de 15 ans. Et effectivement, j'étais à l'école des frères. Et en 7e, notre instituteur était Monsieur Gaston Floss. Voilà. Comment il était comme instituteur? Très sévère. Il avait l'habitude de distribuer quelques baffes. Ah oui? Ah oui, à l'époque c'était autorisé, hein. Même des coups de règle sur les doigts pour les mauvais élèves. Alors, je faisais partie des bons élèves, donc j'ai pas eu ni les baffes ni les coups de règle. Mais à l'époque, que ça soit les instituteurs, même les frères, il y avait la sanction corporelle, hein. Nos deux jeunes caméramans qui sont dans le studio sont très attentifs. Sachez qu'ils devraient venir dans 3 semaines. Non, mais ça, c'était dans les années, c'était fin des années 50, environ. Il a changé depuis. Je sais pas, il faut lui poser la question. On lui demandera. Ensuite, vous avez participé à la mise en place de la première liaison maritime entre la Nouvelle-Zélande et Tahiti. C'était en 1979. À la première desserte des îles sous le vent en 1984 et même à la première liaison maritime Tahiti-Moorea avec un certain Bill Ravel. Revenons sur l'actualité. Est-ce que ça vous a surpris de voir Bill Ravel mis en cause dans une affaire de corruption? Mon ami Bill était un peu partout dans le monde, donc je pense qu'il faut pas être surpris de le voir sortir à droite et à gauche. Hein. Sortir rentrer de Noutania, ça vous surprit pas? Oui, ça faisait un peu mal au cœur de le voir quand même. C'est pas humain. Hein. Donc c'est pas quelqu'un qui a démilité, qui a travaillé. Bon, il a ses méthodes. Hein. Ses méthodes à lui, sont pas les miennes. Hein. Donc chacun ses méthodes. C'est les méthodes qui l'ont mené là où il a été. Je pense que moi je suis pas juge, ni juge d'instruction, donc je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Mais vous n'êtes pas complètement surpris, quoi? Disons que c'était quand même un petit peu marché sur le fil du rasoir, quoi. Et ensuite, en novembre 1985, Tahiti autonome, vous décrivez comme un jeune chef d'entreprise à Quito, réussi, mais en 1986, vous décidez d'entrer en politique, candidat sur une liste d'opposition à Gaston Floss. Et là, on retombe sur l'affaire du ciment coréen. Alors, c'est un petit peu vieux. Qu'est-ce que c'était que cette affaire du ciment coréen? Alors, à l'époque, donc, lorsque nous avions créé la compagnie maritime entre la Nouvelle-Zélande et la Polynésie, l'un des principaux chargements était le ciment. Et comme à l'époque, je n'étais pas en odeur de sainteté avec les pouvoirs politiques en place, le seul moyen qu'ils avaient trouvé pour nuire à mes activités économiques, c'était de faire un appel d'offres pour le ciment. C'était donc de définir que le ciment était un produit de première nécessité. Ils ont lancé un appel d'offres à l'échelle territoriale. Et donc, M. Ravel et M. Baudry avaient assisté dans cette démarche pour M. Floss indirectement le territoire, en essayant de faire venir du ciment de Corée pour concurrencer le ciment de Nouvelle-Zélande que la compagnie tahitienne maritime que je dirigeais à l'époque transportait. Et à cette époque-là, sur cette société, il n'y avait que des équipages polynésiens et nous avions une centaine d'équipages, officiers et marins qui travaillaient dans ces bateaux. Et donc, en fait, leur procédure a été mise au tribunal par moi-même et à la fin a été annulée. Et donc, ils ont dû arrêter leur tentative de récupérer le monopole du ciment. Et c'est pour ça que vous avez souhaité entrer en politique, parce que justement le pouvoir politique de l'époque vous empêchait de faire vos affaires. La décision d'entreprise est déjà prise en 85. Oui. Et d'ailleurs, si vous retrouvez dans les archives d'RFO, Henri Rofrich, qui était le journaliste à l'époque, et M. Tony Turquin, m'avait fait mon premier interview, c'était en octobre ou novembre 85, où j'annonçais justement mon entrée en politique, parce qu'il y avait quand même d'autres incidents, on va dire, qui se sont passés avant, qui m'ont dit, on peut pas continuer comme ça, parce que le pouvoir politique avait des velléités de
prendre en main l'économie. Le pouvoir politique à l'époque, c'était Gaston Floss. C'était des alliances à l'époque. Il y avait Émile Vernodon qui était avec lui. Enfin, c'était des alliances qui étaient un peu comme aujourd'hui, parce que les girouettes, ça date pas de maintenant. Hein. Ça date depuis les années 80. Et pour bien comprendre, à l'époque, quand on était un chef d'entreprise et qu'on n'était pas en odeur de sainteté avec le pouvoir politique, ça se passait mal. En général, oui. Et donc moi je me suis défendu. Et du coup c'est pour ça que vous êtes entré en politique. Disons qu'à ce moment-là, en opposition à Gaston Floss. Voilà, à ce moment-là, j'ai eu la visite de 3 maires. Émile Vernodon, Mille Webb et Jacques Igraff sont venus me voir dans mes bureaux, me disant voilà, on va présenter une liste d'unions et ils me proposaient de faire alliance avec eux pour faire un petit peu la société civile et les 3 élus qui étaient déjà des hommes politiques. Donc nous avons fait cette alliance et donc nous nous sommes présentés aux élections législatives et territoriales de mars 86. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai été élu à l'Assemblée territoriale en mars 86 sur cette liste d'union qui s'appelait Amuiteira no Porinetia. Et ensuite, revenons sur l'actualité qui nous ramènera à cette période-là. Quand les 2 journalistes du Monde, il y a 2 jours, Fabrice Lhomme et Gérard Davet déclarent que Gaston Floss a rançonné quasiment tous les entrepreneurs en Polynésie. Vous confirmez? J'en faisais pas partie. Oui, je me souviens. Je ne peux pas confirmer pour les autres, mais j'en faisais pas partie. Oui, je me souviens qu'à ce micro-là, il y a 3 ans, j'avais évoqué le surnom de Gaston Floss, Monsieur 10%. Vous me disiez que vous aviez entendu que c'était même parfois un peu plus. Oui, c'est ce qui se disait. Ouais. Et vous confirmez que c'était d'une pratique courante. Je sais pas, comme moi, j'ai pas eu l'honneur d'être dans ce lot, donc je sais pas ce qui s'est réellement passé, mais j'en faisais pas partie. Ah oui, tout ce qui est raconté dans ces interviews de ces 2 journalistes, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, vous n'êtes pas complètement surpris. Ça a été déjà raconté dans Le Monde en 85, 86 et 87. À l'époque, c'était Alain Rolla qui faisait les articles du Monde. Hein. Et tout ça ne vous surprend pas, quoi. Vous n'êtes pas choqué. Non, ça me surprend pas. Mais ça me surprend pas si d'autres noms se sortiront plus tard, y compris ceux qui sont en place aujourd'hui. C'est une accusation en l'air ou Non, vous pas avez du tout, parce qu'on entend beaucoup de choses. D'ailleurs, moi, je ne veux pas faire le travail des juges d'instruction, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières semaines, ces derniers mois, des noms qui étaient sur la liste de mon ami Bill Ravel, par exemple. Je pense à James Salmon, c'est ça? Pareil. Il paraît. Renaud, à l'époque, vous étiez ministre ensuite du gouvernement d'Alexandre Léontieff en 1987. Et ensuite, vous disiez que vous aviez démissionné en 1988 et vous vous êtes réconcilié avec Gaston Floss ensuite. Alors, c'est vrai que donc... Comment vous avez fait après qu'il vous ait fait tant de misère? Il y a eu en octobre 87 la grande incendie de la ville de Papeete avec les dockers. Et ça a déclenché un certain nombre de prises de conscience. Et à l'époque, c'est vrai que nous étions dans l'opposition. Et il y a eu une scission au sein du Tahuela. À l'époque, M. Floss était secrétaire d'État. Oui, à Paris. À Paris. Et il avait un bureau ici à Papeete aussi. Mais le président du gouvernement était Jackie Tewira. Et donc, certains du Tahuela ont cassé le Tahuela et ont proposé à l'opposition de l'époque dont je faisais partie une alliance en disant on va faire mieux. Et donc, moi, j'ai été élu par l'Assemblée territoriale, parce qu'à l'époque, les ministres étaient proposés par le président, c'est l'Assemblée qui votait les ministres. Donc nous étions 10 ministres plus le président 11, et donc ça s'est passé début décembre 87. Et donc nous avons commencé cette nouvelle activité pour moi. J'ai démissionné à ce moment-là de tous mes mandats de société, j'ai mis en vente mes activités commerciales. La Banque de Paribas avait le mandat de vendre tout ce que j'avais à cette époque-là. Et donc, je suis entré dans ce gouvernement pour essayer de faire mieux. Et là, au bout de quelques mois, j'ai constaté qu'on faisait pire. Encore? Oui, on faisait pire. Et les girouettes, alors là, elles étaient très actives. Et donc, au bout de 2 ou 3 semences au regretté Alexandre, parce que c'est un camarade de classe aussi, j'ai décidé de démissionner le jour où j'ai reçu sur mon bureau un classeur avec 19 arrêtés octroyant 100 millions de subventions environ aux églises à l'époque. Quelques jours avant le 2e tour des législatives en juin 88. Donc c'était pour moi la goutte qui a fait déborder le vase. J'ai démissionné sur le champ, en conseil des ministres. Et dans l'après-midi, j'ai eu un coup de fil de M. Nicolas Sanker, qui était aussi ministre avec moi à l'époque du gouvernement Léontieff, qui m'appelle en me disant, écoute Quito, Gaston Floss souhaiterait te rencontrer pour faire la paix. Est-ce que ça te dérangeait de venir chez moi à Mahina? Je dis pas du tout. Donc je me suis retrouvé chez Nicolas Sanker à Mahina. Gaston Floss était là. Et moi, j'avais pas de rancune parce que c'était mon instituteur. J'ai toujours respecté mes maîtres d'école.
Et il a demandé qu'on fasse la paix. Je dis d'accord. Et d'ailleurs, il a tenu parole parce que les 3 années qui ont suivi, j'étais le chef de l'opposition à l'Assemblée. Le Tahora me suivait à l'Assemblée territoriale. C'était moi qui organisais l'opposition à l'Assemblée. Et ça y est, vous êtes toujours réconciliés depuis? Alors, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, hein, mais alors pour finir, en 90, fin 90, j'étais invité chez lui à Erima il y avait Edouard Fritsch et Michel Biya. Il m'a proposé d'être sur la liste du Tahora pour les élections de 91. Et je lui ai dit parce que j'avais toujours en vente mes activités commerciales. J'ai dit que si je devais faire de la politique de façon durable, il faudrait que je sois capable d'être élu sur mes propres mérites. Donc j'ai fait ma liste en mars 91. D'ailleurs, pour la petite histoire, François Quinquis était le dernier de ma liste. Oui. et n'ayant pas été élu, j'ai appelé la banque, j'ai dit arrêtez les ventes de tout et j'ai arrêté la politique parce que je n'ai pas été élu. C'est vous le sauveur en quelque sorte? Non. Non. Non, non. Non, non, c'est pas moi le sauveur. Mais là, une nouvelle fois, vous vous présentez, c'est vous qui allez apporter le renouveau, la nouvelle génération, etc. Alors, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, parce que c'est le constat que j'ai fait il y a 5 ans, parce qu'avant de faire ce constat, j'avais décidé de tout vendre et partir. Mais je dis, on va quand même pas être lâche à ce point-là, on va faire d'abord quelque chose, voir si on peut faire quelque chose. Et donc, moi, j'ai décidé de pouvoir faire une action qui permettrait le rajeunissement de la classe politique, nouvelle génération de dirigeants politiques. Et c'est ma démarche. Et si nous avons cet honneur aux prochaines élections, moi, c'est d'accompagner ces jeunes, c'est eux le renouveau. C'est pas moi, hein. Et si je peux les accompagner les quelques années qu'il faut, 5 ans maximum, pour que eux puissent prendre en main leur destinée, parce qu'après tout, l'avenir leur appartient, ben, je m'arrête. Moi, j'aurais accompli mon rôle. Et donc, moi, je me vois aujourd'hui un petit peu comme une courroie de transmission. Je suis là, transitoire. Je vais faire de la transmission générationnelle. Et en espérant qu'elle va réussir. Et jusqu'à maintenant, tous les épisodes que vous nous avez racontés sont assez déprimants parce qu'à chaque fois c'est toujours pire et oui. Ça marche pas. Là, très franchement, avec les jeunes ou les moins jeunes que vous avez autour de vous, est-ce que vous pensez vraiment que ce sera différent, que ce sera mieux, que ce sera plus honnête, plus intègre, on n'a pas le plus choix, compétent. Hein. On n'a pas le choix. Hein. Mais les autres fois, dans les années 80-90, on n'avait pas le choix non plus. Dans les autres années, il y avait la manne financière qui tombait du ciel. Ouais. Hein? Au moindre pépin, il y avait des milliards qui tombaient, hein, pour différentes raisons. Aujourd'hui, il faut retrouver la valeur du travail, il faut retrouver la dignité, il faut retrouver le goût de l'effort et du travail bien fait. On peut pas faire ça autrement. Sinon, on n'a plus de pays. Là, c'est la nécessité qu'il faut, qui fait qu'il faut se prendre en main. Tout le monde se gargarise dans le mot pays pour nous. On n'est pas un pays. C'est quoi alors? On est un Fénois, on est encore un territoire en balbutiement. Hein? On a peut-être 50 ans d'âge physique. On a une mentalité de 5 ans. Hein? On a des comportements de gamins de 12 ans gâtés. Bah oui, mais c'est à cause de quoi? Ça, c'est justement parce que l'argent tombait sans aucun contrôle. Parce qu'au niveau de la famille et de l'éducation, on a perdu les valeurs. Aujourd'hui, moi, ce qui me désole, et c'est pire que la loi de la jungle, on trouve des parents qui sont prêts à hypothéquer l'avenir de leurs enfants pour leur propre intérêt. Même dans la jungle, on ne trouve pas ça. Quelqu'un dans la jungle, un animal, va s'occuper de ses petits. Ben ici, on trouve maintenant où on exige les jeunes au profit de l'intérêt immédiat des parents. C'est de l'égoïsme à outrance. Il faut arrêter. Mais si, je vous demandais pourquoi on en est dans cette situation-là. Ça me permet une transition facile. C'est Oscar Temaru qui compte repartir à New York pour essayer de faire réinscrire la Polynésie française sur la liste de l'ONU des pays non autonomes. Vous, qu'est-ce que vous pensez justement? On a entendu dans le journal de midi que, selon Oscar Temaru, la France faisait de pression forte pour que ce ne soit pas voté. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet, vous? Est-ce que ça pourrait apporter quelque chose ou ce n'est, comme disait votre collègue Uta Litero, la réinscription, ça ne sert à rien? Alors, la façon dont c'est fait a été, je dirais, un prétexte. Une sorte de miroir aux aluettes, de gesticulation médiatique à l'échelle new-yorkaise, pour cacher ses incompétences et ses carences. C'est-à-dire vous disiez, il ne fait rien au gouvernement, donc il va à New York. En supposant que demain on soit réinscrit, ça va apporter quoi tout de suite? Rien. Pourquoi? Parce qu'on travaille pas chez nous. On va faire des voyages à droite et à gauche. On a tous les leviers en main. Le statut donne tous les leviers économiques au territoire qui fait rien. Vous connaissez bien la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie a été réinscrite en 1986. Est-ce que ça a changé quelque chose? De ce que j'ai vu, non. Parce que les Calédoniens, ils ont une approche différente de la nôtre. Ils travaillent sur le moyen et le long terme. Là-bas, les hommes politiques tiennent leur parole.
Et les accords de Nouméa, les accords de Matignon même ont été mis en place après cette réinscription? Non, ils ont été mis en place parce que le sang a coulé. Ça n'avait rien à voir. Donc aujourd'hui, doit-on attendre que le sang coule pour que nous on s'organise à travailler pour notre Fénois? Non, je pense qu'aujourd'hui on est en train. Ça fait 2 ans que M. Temaro et sa nouvelle équipe sont au pouvoir. 1er avril 2011. C'était un poisson d'avril d'ailleurs qui n'était pas de mon goût. Mais en 2 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Beaucoup de blabla. Moi, j'étais dans une réunion il y a 3-4 ans à Mataïa. Et un jeune me dit, Quito, dis-moi pourquoi la France nous interdit d'exporter nos produits. J'ai dit, mais c'est absolument faux. On trouve un client, on est d'accord sur le prix, on a réglé les problèmes phytosanitaires, il n'y a aucun problème. Qui t'a dit ça? Il n'a pas voulu me répondre en public. Je suis allé voir en privé. Il m'a dit, c'est mon oncle Oscar Temaro qui m'a dit ça, la France nous a interdit d'exporter. C'est absolument faux. On a menti aux gens. On a menti en tahitien. Donc, à un moment donné, il faut qu'on ouvre les yeux. C'est la valeur de notre travail qui va nous faire sortir de notre trou. C'est pas l'ONU, ils sont même pas capables de régler la guerre en Syrie. J'espère que c'est moins grave en Polynésie qu'on c'est bien pour ça que nous, on est dans la dernière roue de la charrette. Et juste pour vous porter la contradiction, j'ai trouvé un texte de Guy Lejeune, l'ancien ministre de l'économie de Gaston Tong-Sang, qui s'est retiré de la politique et qui sur un texte qui est disponible sur son Facebook, qui se dit favorable à la réinscription. Pourtant, il était connu pour être autonomiste. Il rappelle qu'en 1970, Francis Sanford imaginait même hisser le drapeau de l'ONU devant l'Assemblée de la Polynésie à côté du drapeau tahitien et du drapeau français. Finalement, si les autonomistes sont contre cette réinscription, est-ce que c'est pas tout simplement parce que c'est une idée d'Oscar Temaro? Si mon ami Guy Lejeune pense ça, je pense qu'il pense réellement ce qu'il dit. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que pour l'instant, tel que c'est fait, c'est de la gesticulation médiatique, point. Guy Lejeune qui ajoute, nous devons construire des relations nouvelles avec l'État. Il dit que le préalable, ce serait de reconnaître le fait colonial et nucléaire qui est incontestable. Est-ce que pour vous, est-ce que ce serait nécessaire de faire un état des lieux, de regarder l'histoire en face pour avancer? Nous, l'état des lieux, oui, il faut le faire. On le dit d'ailleurs, il faut faire un état des lieux exhaustif. État des lieux historique de tout, y compris de la matière humaine dont nous disposons. Parce qu'on tape beaucoup sur l'administration. Nous avons un pool de matière humaine, de compétences qu'on a mis de côté. Donc, il faut faire cet état des lieux exhaustif. Maintenant, mon ami Guy Lejeune pense ça, c'est très bien. Moi, je pense aussi que si c'était pris en dehors de ce contexte électoraliste, gesticulation médiatique, la discussion intelligente pourrait se faire. Mais ils ont préféré choisir la voie de la médiatisation à outrance. Pourquoi? Pour camoufler leur incompétence, c'est tout. Mais par exemple, ce que dit Guy Lejeune, c'est très bien, faisons des accords avec la France, voyons quel secteur on pourrait développer, fixons une date d'un référendum d'autodétermination, on ne sait pas à quel. Comme ça, on sera débarrassé de cette question et on pourra développer le pays. On n'a pas besoin de faire un accord avec la France pour savoir qu'est-ce qu'on peut développer. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas trop quand même. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la volonté, nous. On n'est pas prêts, nous, à faire les efforts qu'il faut pour développer notre Fénois. Mais la question, c'était pourquoi ne pas faire comme en Nouvelle-Calédonie, fixer une date à long terme pour ce référendum, comme ça on n'en parle plus, on est débarrassé et on travaille au développement du pays. On n'a pas les mêmes contraintes que la Calédonie. C'est-à-dire, nous ici, les Polynésiens sont quand même, on va dire les demi, il y a 85% qui sont des métissages. Ouais. C'est pas le cas en Nouvelle-Calédonie. On n'a pas du tout le même contexte que la Nouvelle-Calédonie. On a surtout, ce qui nous manque une chose, c'est 3 ou 4 siècles de réserve de nickel. Mais ça veut dire quand la Nouvelle-Calédonie a une richesse, c'est le nickel, en Polynésie, il n'y a pas de richesse pour se développer soi-même? Dans le secteur primaire. Oui. On peut devenir le premier producteur de roriz au monde et exporter tous nos roriz en Chine. Là, il faut les Chinois, il faut les chouchouter comme clients. Il faut leur vendre tout ce qu'on peut produire dans les protéines marines, parce que quand on voit ce qui se passe chez eux, je comprends pourquoi les 150 ou 200 millions de Chinois qui sont de la classe très aisée veulent manger de la qualité. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qu'ils produisent chez eux, c'est pas évident. Alors expliquez-moi la Chine, parce que sur votre Facebook, régulièrement, vous mettez des articles un peu terrifiés contre la Chine, au secours. Vous dites, il va vite falloir se mettre au mandarin, etc. Et là, vous nous dites, on va nourrir les Chinois. Mais moi, je ne fais Alors, les investissements chinois, est-ce que ça vous fait peur? Et dites-moi pourquoi. Alors d'abord, je ne fais que reprendre des articles du Monde. Oui. Qui souligne quand même des points très importants de ce qui se passe avec la Chine et dans le reste du monde. Mais alors, est-ce qu'il faut faire des affaires avec ces Chinois, ces méchants Chinois? Je l'ai écrit sur la page Facebook, j'ai dit à M. Moetai Broderson,
Si M. Temaru est d'accord de faire sa campagne sur les investissements chinois d'une façon transparente et qu'il gagne les élections, je le soutiendrai après les élections pour faire son projet avec les Chinois. Mais qu'est-ce qui vous inquiète très précisément dans ce projet chinois? Il faut regarder ce qu'ils ont fait dans tout le monde. Hein. Oui. Ce qui est le plus inquiétant, c'est l'opacité du projet. Pour 99 ans, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. On a parlé de Ho, après on parle des autres archipels. Et quand on voit aujourd'hui le risque qu'on a dans nos zones économiques exclusives, introduire le loup dans la bergerie, pour moi, c'est quelque chose de très mauvais. Par contre, aujourd'hui, on parle il y a 3 milliards de consommateurs de roulis dans le monde. Essentiellement les Chinois et le Sud-Est asiatique. Produisant des roulis, c'est quelques milliers d'emplois sur 5 à 10 ans dans les Tuamotu pour nourrir ces Chinois. On va leur exporter tous nos roulis, tous nos pahua. Mais restez chez vous, on vous envoie nos produits, mais non, c'est nous qui faisons ça. Restez chez nous et quand vous allez apprécier nos produits, vous allez venir en tant que touriste les manger sur place. Venez investir dans des hôtels pour vos compatriotes. Là, ce que vous craignez, c'est que le gouvernement actuel, puisque, pour reprendre vos mots, est incompétent, que le gouvernement actuel se fasse avoir par les investisseurs chinois, c'est ça? Le gouvernement actuel, M. Temaru actuellement et sa clique, sont en train de nous brader pour des enjeux purement électoralistes à très court terme. Oscar Temaru parle tout le temps de l'amour de son pays. C'est des blagues, ça aussi? Oui, enfin moi je pense que ce sont des paroles. Tu sais, je pense quand on a fait 30 ou 40 ans d'un discours un petit peu... c'est un peu comme les moulins à prière hein, au Tibet. Hein. Ça vient tout seul, mais il y a plus de substance. Donc aujourd'hui, ce qui est gênant dans ce projet, c'est qu'on leur donne un accès total pour 99 ans, sans aucune transparence. Comment allons-nous contrôler ce qu'ils vont faire? Aucun moyen. Alors que nous avons des compétences, nous pourrions nous mettre en œuvre ces capacités de développer notre secteur primaire, notamment dans la mer, parce que notre richesse aujourd'hui, on a 4000 km² de terre, on a 5 500 000 km² de mer. On est la 3e puissance mondiale en zone maritime. Et si on ne fait rien, on risque de perdre la moitié de ça dans les 20, 30, 50 ans à venir. Donc il y a quelque chose à faire déjà dans ce domaine. Donc, préservons notre richesse principale qui est notre océan. Développons nos activités. Nous avons des compétences. On les laisse pas s'exprimer. Nous pourrions développer. Les roulis, le gros problème, on a laissé prélever trop de roulis. Résultat, plus de ressources. Les éclogies, la technologie d'éclogie de roulis existe depuis 15 ou 20 ans. Même les Iraniens ont sorti des juvéniles de roulis depuis 18 mois. Donc on a les capacités, on a les moyens, il faut la volonté politique. Il faut plus faire de l'assistanat, il faut apprendre aux gens à travailler. Le travail bien fait et retrouver un minimum de dignité dans ce travail bien fait. Il nous reste quelques minutes, on va passer aux questions en vrac. Centré sur votre programme, je vais vous demander des questions, des réponses relativement courtes autant que possible. Parlons du tourisme et vos recettes pour soutenir ce secteur. J'ai vu dans votre programme que vous proposez la création d'un édifice ou d'un monument qui aura un rayonnement international et qui sera un symbole identitaire fort au même titre que la Tour Eiffel ou la Statue de la Liberté. Qu'est-ce que ce serait par exemple? Où est-ce que ça pourrait se trouver? Un centre culturel qui représenterait les 5 archipels et toute la culture, l'artisanat, l'histoire de ces archipels quelque part ici aux îles du Vent et redévelopper ça ensuite dans chaque archipel, à choisir effectivement le site pour pouvoir que les touristes qui viennent ici, ils ont vu ce grand centre culturel, puissent aller regarder l'archipel en question. Ce serait un petit peu comme l'Aillé à Hawaï ou un peu comme le centre Jean-Marie Djibaou en Nouvelle-Calédonie? Non, à mon avis, ça sera mieux que l'Aillé et beaucoup plus passionnant que le centre Djibaou. Autre grand projet, vous êtes favorable au tramway dans la zone urbaine. Là, j'ai une question de François-Paul Pont de l'ICEC qui m'a écrit et qui me demande pourquoi est-ce que dans son programme, QBEO a choisi le